très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau point lecture. On parlera de 2 romans de la rentrée littéraire, de 2 romans qui font partie de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et de 2 lectures graphiques. Donc c'est très symétrique et très bien organisé. Je suis essoufflée. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur Cadavre exquis de Agustina Basterrica. Puis je vous dirai ce que j'ai pensé de Maman à tort de Michel Bussy. Ensuite, je vous parlerai des Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Puis je vous donnerai mon avis sur J'ai des idées pour détruire ton ego d'Alban Ligné. Ensuite, je passerai aux lectures graphiques avec Mama de Lillison et le premier tome de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. On commence tout de suite avec Cadavre exquis d'Agustina Basterrica. D'avance, si vous voyez plein de traces de doigts sur le livre, je suis désolée. C'est parce qu'en fait la couverture est magnifique, mais elle est en matière toute douce. Elle prend toutes les traces de doigts. Donc même quand on a les mains propres et qu'on touche le livre, ça fait une trace de doigt. C'est quelque chose d'un peu stressant quand on lit le livre. Mais sinon, admirez quand même cette couverture qui est juste sublime. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai craqué pour ce livre. C'est certes une raison très superficielle, mais quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit, il me le faut. Et surtout, quand j'ai su de quoi ça parlait, je me suis dit que ça allait vraiment hyper fort m'intéresser. Je vous plonge dans l'histoire, mais préparez-vous, elle est loin d'être joyeuse. En gros, on est dans notre monde, mais un virus a éradiqué tous les animaux de la surface de la Terre. Ce virus a contaminé tous les animaux et il a fallu les tuer parce qu'ils étaient destinés à mourir ou à contaminer les humains. Donc on a dû se débarrasser de tous les animaux sur la surface de la Terre. Et de ce fait, on ne peut plus produire de viande. Ce que le gouvernement a trouvé comme idée, c'est de créer une sous-espèce d'êtres humains qui serviront à la production de viande, donc qui seront destinés à être mangés, mais également pour la production du cuir et toutes les autres joyeusetés qu'on fait subir aux animaux actuellement. Vous le comprenez donc, c'est un livre plutôt engagé parce qu'on parle d'un thème très fort et ça permet de se rendre compte de ce qu'on inflige aux animaux. Dans ce roman, nous on suit Marcos qui travaille dans un abattoir mais qui n'est pas vraiment super à l'aise avec cette manière de fonctionner, tandis que la plupart de la société paraît totalement satisfaite de cette manière de faire. Tout le monde ferme un peu les yeux et on se dit que ce ne sont pas vraiment des humains qu'on est en train de manger. Ce livre est divisé en 2 parties. En fait, la première partie est assez lente et la deuxième partie va vraiment changer la donne. Moi, j'ai trouvé que la première partie était un peu lente, mais tout de même très intéressante parce que c'est dans cette première partie qu'on fait vraiment le tour de tous les établissements où on exploite ces êtres humains. Donc certes, c'est un peu répétitif, mais je trouve que c'est quand même utile pour planter le décor. Et dans la deuxième partie, on passe complètement à quelque chose de différent. Ce qui est bien, c'est que c'est un livre qui permet vraiment de se poser plein de questions sur la manière dont on consomme de la viande de nos jours. C'est une très belle réflexion également sur le spécisme et forcément ça dégoûte très clairement. Moi, il y a des moments où j'étais écœurée par certaines descriptions. C'est quand même hard, mais je trouve ça très courageux de la part de l'auteur d'avoir mis ça en lumière dans son roman. Au niveau de l'écriture, il n'y a rien de phénoménal, je vous le cache pas, c'est une écriture que j'ai trouvée très simple. Et en fait, je pense que l'écriture a vraiment mis une distance entre moi et Marcos, donc le personnage principal, parce que je n'ai rien ressenti pour ce personnage. Mais ni empathie, ni antipathie, ni sympathie, rien. Je n'ai rien ressenti pour lui. Pourtant, on nous explique bien qu'il a vécu des drames dans sa vie, rien n'y fait, voilà, je ne ressentais rien. Et la deuxième partie, comme je vous le disais, change un peu de direction. Et surtout, la fin est très réussie pour moi. La fin était inattendue, je m'attendais pas à ce que ça se termine de la sorte. Et surtout, elle nous fait nous poser encore plus de questions sur toute cette histoire. Parce que tout ce qu'on croyait vrai bascule à la fin en fait, et ça m'a vraiment troublée cette fin. C'est un roman qui m'a quand même marqué, je vous l'avoue, je pense que je m'en souviendrai longtemps, mais pas pour l'écriture d'Agustina Basterrica, pas pour le personnage principal, simplement pour l'idée qu'elle a eue que je trouve très bonne. Ensuite, j'ai lu Une relique de ma palle, ça faisait presque 3 ans qu'il dormait tranquillement dans ma bibliothèque et que je ne voulais pas le lire. Et c'est le premier livre de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai lu parce que je me suis mis un petit coup de pied aux fesses. Je me suis dit, si je ne le lis pas directement, je ne le lirai pas. Donc j'ai sorti Maman à tort de Michel Bussy. C'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que c'est un thriller assez classique qui m'a pas franchement retourné le cerveau, qui m'a pas franchement à 100% séduite.
On va d'abord revenir sur l'histoire et après je vous explique pourquoi. Dans cette histoire, on a Malone, un petit garçon de 3 ans et demi, qui affirme et qui ne veut pas en démordre auprès du psychologue scolaire que ses parents ne sont pas ses vrais parents. En particulier que sa maman n'est pas sa maman. C'est ce qui revient, mais après il dit que son papa n'est pas son papa non plus. Et ce psychologue scolaire, ça l'interroge beaucoup parce qu'il n'a pas du tout l'impression que le petit garçon fabule et il va mêler la police à cette histoire. Dans cette histoire pour moi, il y a eu des hauts et des bas. Je vais commencer par les points positifs, comme ça c'est fait. C'est une enquête qui est assez bien construite. Certes, c'est une construction assez classique, rien de révolutionnaire dans la construction du roman, mais je trouve que c'est bien dosé, que c'est bien amené, et moi, la fin m'a surprise. Donc au final, c'est quand même le gros de ce qu'on attend d'un thriller. À ce niveau-là, j'ai pas été déçue, mais il y a quand même des points noirs pour moi dans le tableau. Le premier, c'est que je n'aime pas du tout la manière dont Michel Bussy a traité ses personnages féminins. Notre personnage principal, c'est Marianne, qui est chef de son département de police. C'est la commandante ou l'inspectrice, je sais jamais les noms des policiers. Bref, c'est la chef de cette enquête. Donc super, c'est une femme policière qui mène l'enquête, ça c'est cool. Au tout début de l'histoire, je me suis quand même dit, bizarre, dès qu'elle voyait un homme, elle pensait directement à avoir des rapports avec cet homme, mais je me disais, ok, c'est bizarre. Et dans la deuxième partie, en fait, elle est tout le temps détournée de ses objectifs de travail, tellement qu'elle rêve d'être enceinte, de devenir maman. J'ai trouvé ça dommage de mettre une femme au centre de l'enquête, et en fait, de dire, elle n'arrive pas trop à se concentrer sur son travail tellement qu'elle veut être maman. Je trouvais ça un peu gênant au final, qu'elle ne puisse pas simplement être une working girl, quelqu'un qui a envie de faire son boulot correctement parce que ça lui fait plaisir. Non, il y a toujours ce truc au fond de son cœur, donc elle est jamais à fond dans son enquête. Ça m'a gênée. Et il y a d'autres choses qui m'ont gênée en rapport avec les femmes, notamment le fait qu'à un moment, il y a un homme, je vous dirai pas qui sort avec une coiffeuse. La coiffeuse lui écrit un SMS bourré de fautes d'orthographe, donc déjà, bonjour les gros clichés. Et puis il dit, quelle idée de tomber amoureux d'une coiffeuse, 3 petits points. J'ai relu pour être sûre que j'avais compris, et je me suis dit, mais ok. Donc là, on est clairement dans de la grosse discrimination sociale. J'ai été un peu choquée. Et troisième exemple qui m'a marqué, c'est vers la fin du livre. Il y a un homme qui débarque dans un bar et qui dit « Ah, c'est bizarre, il n'y a qu'une seule femme dans ce bar, parce que bien sûr, je ne compte pas celles qui tiennent un balai, ni les serveuses. » Ah bien sûr, c'est vrai, j'avais oublié. Donc les femmes de ménage et les serveuses ne sont pas des femmes, bien sûr. Voilà. J'ai trouvé ça hyper dénigrant, limite insultant. Ça, j'ai pas du tout aimé. Pour sortir de ça, autre chose que je n'ai pas aimé, c'est la surenchère de péripéties à la fin. Je trouve que Michel Bussy en a fait un peu trop. Il y avait vraiment une péripétie, puis de nouveau une autre, et puis une autre. Et je me disais, bon, là, ça devient un petit peu too much. Et alors, dernier point qui m'a gênée, c'est la toute fin, donc le dernier chapitre en fait, les 3-4 dernières pages. Je me suis dit, mais ça ne tient pas debout, ça n'a pas de sens. Donc voilà, vous voyez, j'ai un avis plutôt mitigé. Ce n'est pas un mauvais livre parce que l'enquête est bien construite, c'est quand même ça qu'on demande, mais je crois que Michel Bussy, je vais pas retenter tout de suite. Ensuite, j'ai lu Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin, deuxième roman que je lis de l'auteur, parce qu'elle en a écrit que 2 jusqu'à maintenant. Donc l'autre, c'était Changer l'eau des fleurs, que j'avais vraiment bien aimé. Pareil pour Les Oubliés du dimanche. En fait, je vais d'abord vous faire le résumé avant de vous donner mon avis, je me précipite un peu. Ici, on suit Justine qui a 21 ans, qui est aide-soignante dans une maison de repos. Et vraiment, elle adore dialoguer avec les résidents de sa maison de repos, en particulier avec une qui s'appelle Hélène et qui très souvent lui confie certaines bribes de son histoire d'amour avec Lucien, celui qui n'a jamais été son mari, mais c'est tout comme. Et en même temps, on va suivre l'histoire d'Hélène elle-même, de sa famille, parce que sa famille a connu un drame, étant donné qu'elle a perdu ses parents quand elle était toute petite. Donc ici, on est sur une histoire en plusieurs temps, à plusieurs époques. Je ne vous cache pas que l'histoire dans le présent, donc l'histoire de Justine dans sa maison de repos,
c'est assez prévisible. Forcément, quand elle commence cette histoire-là, on devine où elle va. Mais les histoires dans le passé sont très très belles. L'histoire d'Hélène, c'est une histoire d'amour sur fond de Seconde Guerre mondiale, c'est très beau. Et j'ai en particulier aimé l'histoire de la famille de Justine, qui m'a vraiment surprise pour le coup, celle-là. Je m'attendais pas à ce qu'il se soit passé ça. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle histoire. En fait, Valérie Perrin a une plume tellement agréable, très travaillée, mais en même temps très simple. C'est très bien écrit, mais on se prend pas la tête en le lisant, ça se lit tout seul. Je trouve en fait qu'elle arrive très bien à narrer le quotidien. Moi, j'aime beaucoup la plume de Valérie Perrin. Je trouve qu'elle raconte très bien les histoires. Je trouve qu'ici la plume est peut-être un peu moins poétique que dans Changer l'eau des fleurs, mais elle reste très belle et elle porte une très jolie histoire qui fait vraiment du bien. Quand on referme ce livre, on se sent bien. Donc, et c'est pas un feel good. Enfin, je sais même pas si on peut vraiment dire que c'est un feel good, mais en tout cas, si c'est un feel good, c'est pas du tout un feel good cucu, vraiment pas du tout. Et ça se lit très bien, très vite, et c'est très beau. Ensuite, j'ai des idées pour détruire ton ego d'Alban Ligné que j'ai reçu en partenariat de Ned Galet, donc je l'ai reçu sur ma liseuse. C'est un roman que j'avais très envie de lire parce que Alban Ligné fait partie des 3 primo-romancières du podcast Primo, donc on suit les romancières dans tout le processus éditorial. Ce roman-ci nous parle de Léonie qui a 27 ans, qui a une vie un peu chaotique. Elle bosse au McDo, en même temps elle fait du babysitting avec une petite fille qui s'appelle Eulalie. Et elle garde un objectif en tête, c'est que dans 2 semaines, elle doit retrouver Angela, son ex, parce qu'elle s'était promis de se retrouver 10 ans après leur séparation pour vraiment vivre leur histoire à fond. Mais vous vous en doutez bien, les choses vont se révéler beaucoup plus compliquées que prévu et ça va devenir une situation un peu chaotique. J'ai beaucoup aimé la plume d'Alban Ligné qui est franchement incisive, parfois, même souvent très crue. Elle m'a beaucoup fait penser à la plume de Virginie Despentes et l'histoire aussi m'a fait penser à Vernon Subutex un petit peu. On suit toute une panoplie de personnages et en fait il y a beaucoup de narrateurs qui au fur et à mesure vont prendre la parole et vont raconter l'histoire de leur point de vue. Ce sont quasiment tout le temps des narratrices parce qu'en fait c'est une histoire où quasiment tous les personnages sont des femmes. Les personnages peuvent se révéler extrêmement agaçants parfois. Moi, le personnage d'Angela par exemple, je n'ai pas du tout aimé. Et alors la chose que je trouve un peu dommage aussi avec les personnages, c'est qu'on gravite donc dans un univers avec des personnages homosexuels, on a uniquement des femmes homosexuelles. Je trouve ça un peu dommage l'image qui est donnée des lesbiennes parce qu'elles vont toutes tromper leurs copines avec leur ex, etc. Donc on est un peu dans un échange constant des partenaires. Je suis pas... Parfois j'étais un peu gênée par cet aspect-là. Et la fin, j'arrive pas à me prononcer dessus parce que je suis un peu déçue, je suis pas certaine d'avoir compris exactement ce que l'auteur a voulu nous dire avec la fin, donc je reste un peu dubitative, mais c'était un chouette moment de lecture, j'ai été prise dedans, ça se lit vite, ça se dévore, et moi je vous le conseille, c'est un bon premier roman, je vais suivre ce que fait Alban Ligné parce que j'ai trouvé ça intéressant. Je n'ai presque plus de batterie, donc je vais terminer avec mes 2 lectures graphiques. D'abord j'ai lu Mama de Lillison que j'ai adoré. C'est une BD que j'ai reçue de la part de Casterman qui est sortie il y a une semaine. Je crois qu'elle est sortie le 11 septembre. J'ai adoré parce que ça parle de la maternité. Donc on va depuis l'instinct maternel. Est-ce que ça existe vraiment? Qu'est-ce que c'est l'instinct maternel? On parle aussi de pourquoi on a envie d'avoir un enfant à un moment dans sa vie ou pourquoi on n'en a pas envie. Mais c'est pas un livre qui parle seulement de femmes parce que franchement ça parle aussi pas mal de paternité. Les hommes ont tout à fait leur mot à dire dans cette bande dessinée. Et ce qui est très chouette, c'est que Lillison nous partage son histoire à elle, mais on a aussi plein de moments plus historiques parce qu'elle remonte jusqu'à la préhistoire pour nous parler de maternité. Et on a aussi des témoignages, notamment de couples gays qui ont, je sais plus s'ils ont adopté ou bien s'ils avaient une mère porteuse. Enfin, on a tout un tas de témoignages comme ça, de femmes qui ne veulent pas d'enfants aussi, comment c'est perçu par la société. Enfin, c'est une BD très complète, vous voyez bien, elle est assez épaisse. Moi j'adore les bandes dessinées dans lesquelles il y a beaucoup de pages parce que c'est toujours ce que je reproche à la BD et ici, eh ben c'était hyper complet. Le sujet était très bien traité et moi j'ai vraiment bien aimé les dessins, j'ai vraiment bien aimé le texte. Enfin,
J'ai trouvé ça vraiment super. Et alors, la dernière lecture graphique, c'est le premier tome de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. C'est une saga de manga qui est encensée sur Booktube, sur Bookstagram. Et moi, je vais aller un petit peu à contre-courant. Je trouve ça mignon. Je trouve que l'univers développé est sympa. Mais ça ne casse pas trois pattes à un canard pour moi. Donc on suit le personnage de Coco qui depuis toujours est fasciné par la magie jusqu'au jour où elle va elle-même rencontrer un sorcier et être entraînée dans son monde. Ce que je n'ai pas aimé en fait dans ce manga, c'est simplement le personnage de Coco. Elle réagit tout le temps de manière disproportionnée à tout, j'ai vraiment pas aimé ça. Donc que ce soit du positif ou du négatif, elle réagit au quart de tour pour rien. Je crois que c'est peut-être trop jeunesse, je sais pas. En tout cas, moi, je ne continuerai pas la saga. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ce que vous lisez en ce moment. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!